tous, bonjour Éric Coquerel. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Comment le député de gauche, le député La France Insoumise que vous êtes, réagit à la formation de ce nouveau gouvernement, tout le monde l'a dit, plus à droite que le précédent, mais dirigé aussi par un homme qui vient du Parti Socialiste. Est-ce que vous attendez les actes ou vous êtes déjà sûr de l'orientation que prendra la politique du gouvernement Attal? Un Premier ministre qui a depuis longtemps viré sa cutie par rapport à l'homme de gauche qu'il a. Oui, il vient d'une gauche qui a donné Emmanuel Macron. Mais c'est des coups politiques au service d'une politique toujours plus à droite. Voilà ce à quoi on peut s'attendre. On a eu en 2023 une dérive à droite du gouvernement Borne, la réforme des retraites, on attaque les salariés, la loi immigration reprend le programme du Rassemblement national. Je pense qu'il fallait un gouvernement qui s'adapte parfaitement à la politique qui va être menée. D'où celui-ci, on a viré en gros tous ceux qui avaient des états d'âme et on les a remplacés par des... Sylvie Retailleau avait manifesté l'exception. Des réserves, ça, si vous voulez, elle est maintenue au gouvernement. Voilà, à part ça, on peut faire la liste, tous ceux qui avaient des états d'âme ont été virés. Ils ont été remplacés par des gens de droite, dont des gens d'ailleurs, des Républicains. Et on voit bien qu'un des objectifs de Gabriel Attal cette année, ça va être d'essayer d'arrimer tout ou partie des Républicains pour essayer d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale, ce que pour l'instant il n'a pas. Éric Coquerel, que pensez-vous de l'arrivée très commentée de Rachida Dati à la culture, de Catherine Vautrin aussi, qui va diriger les affaires sociales, la santé et le travail? Est-ce que c'est un choix politique uniquement ou vous attendez de voir si ces personnalités aussi C'est uniquement un choix politique, c'est uniquement des coups politiques. D'ailleurs, ça montre la manière dont on considère la culture enfin, dans ce pays, en tout cas Emmanuel Macron considère la culture. Parce qu'on change sans arrêt de ministre de la Culture. Manifestement, le ministère de la Culture est une variable d'ajustement pour indiquer des caps politiques. Celui-ci est très clairement à droite. J'ai rien personnellement contre Rachida Dati, mais je vois d'où elle vient et chacun constatera que elle n'a pas forcément beaucoup d'appétit sur la culture. Donc, on voit bien que c'est la culture. Quant à Catherine c'est pas un Vautrin, procès d'intention, ça, parce que est-ce qu'elle peut pas faire ses preuves? Il y a aussi des ministres elle qui peut se faire sont ses preuves, révélés. mais au service d'une politique de droite, elle n'est pas là avant tout pour la culture. Elle est là parce que c'est une prise vis-à-vis des Républicains, peut-être d'ailleurs en vue d'une recomposition qui passerait par une candidature à la mairie de Paris. Donc elle sert à ça, elle sert à l'objectif qu'a Gabriel Attal, c'est-à-dire qu'il va appliquer une politique de droite. On parle de la réforme de l'AME, on parle aussi des réformes sociales très inquiétantes qui a été annoncées, où on s'en prend à nouveau aux chômeurs, où on s'en prend à nouveau aux salariés, où on dérégule la plupart des métiers. Donc on prend des ministres de droite, voilà. Monsieur Coquerel, Gabriel Attal a quand même dit hier que son action allait viser les classes moyennes, ces Français très nombreux, ces citoyens qui gagnent un petit peu trop pour bénéficier des aides sociales, mais évidemment pas assez pour ne pas avoir de problème d'achat. Vous n'entendez pas, vous aussi, ces salariés que Gabriel Attal veut aujourd'hui aider en promettant notamment des baisses d'impôts? Mais ça fait un bout de temps que j'entends ça, et moi ce que je constate, c'est qu'il n'y a aucune politique, par exemple, d'indexation des salaires sur l'inflation qui serait une manière d'aider les classes moyennes à faire en sorte que leurs revenus suivent ne serait-ce que l'inflation. Et par contre, on ne touche pas aux cadeaux fiscaux qui ont été faits aux plus riches dans notre pays depuis maintenant 6 ans, qui coûtent trop cher à l'État et qui n'ont aucun effet sur l'économie. Donc moi, tout ça, j'attends de voir maintenant dans les termes. Vous jugerez sur pièce? Comment? Vous jugerez sur pièce, par exemple? Non, je ne jugerai pas sur pièce, parce que j'entends déjà ce qu'ils veulent faire, je le sais. Ils ont annoncé que, alors qu'on promet, par exemple, un risque de récession économique, on va baisser encore les services publics, on va baisser les dépenses publiques, ce qui n'est pas du tout bon économiquement, on va s'en prendre aux salariés. Donc voilà, les choses sont sur la table, on sait à quoi on va s'opposer. Mais sur des dossiers très précis, le nouveau Premier ministre a par exemple indiqué hier que par rapport à la hausse de l'électricité de 10% prévue le 1er février, il y aurait probablement dans son discours de politique générale des annonces dans ce sens. Vous n'attendez pas de voir? Vous les attendez? C'est 3,2 milliards le coût par rapport à l'État si cette question de 10%. Donc il va falloir les chercher ailleurs. Nous, ce qu'on dit depuis longtemps, c'est qu'il faut aller chercher des recettes. Par exemple, en taxant les super dividendes, ce qui avait d'ailleurs été adopté par l'Assemblée nationale avant qu'il y ait le 49.3. Bon, toutes ces mesures ne sont pas sur la table. Comprenez une chose, c'est que l'année prochaine, il y a un risque de récession mondiale au niveau économique et qu'on est en train d'appliquer toujours le même type de politique néolibérale. C'est d'ailleurs à quoi sert ce gouvernement, essayer de coûte que coûte imposer ces politiques, et je crois que c'est vraiment pas dans l'intérêt des Français. En tout cas, je le répète, il y aura un discours de politique générale, puisque Gabriel Attal l'a annoncé dans quelques jours à l'Assemblée nationale, dont vous êtes le président de la Commission des Finances. Qu'est-ce que vous attendez de ce discours? Un vote de confiance. Un vote de confiance que n'avait pas... Je vous rappelle que non, le vote de confiance, c'est pas facultatif, c'est dans la Constitution. Un gouvernement engage sa responsabilité devant l'Assemblée nationale. Ce n'est pas une obligation. Si, ça dépend comment vous Borne a lisez. été première ministre sans demander ce vote de confiance, parce qu'il y a une majorité relative. Nous n'étions pas d'accord, et la Constitution est très claire, un gouvernement engage sa responsabilité devant l'Assemblée nationale. Je pense que c'est un dévoiement de la Constitution et des règles démocratiques. Donc nous demandons un vote de confiance, et s'il n'y a pas vote de confiance, nous poserons une motion de censure, et on verra bien d'ailleurs qui la vote à ce sujet-là, qui
qui est dans l'opposition. Mais s'il y a un vote de confiance, vous ne la voterez pas, cette confiance. Donc ça revient un petit peu au même, en fait, puisqu'il n'y a pas de majorité relative. Mais d'accord, mais ce que vous proposez, c'est qu'un gouvernement n'engage sa responsabilité que s'il n'y a pas d'opposition. C'est les règles normales d'un gouvernement de vérifier qu'il a une majorité pour sa politique. Et je pense que ce qu'on vit maintenant depuis la réélection d'Emmanuel Macron est un problème démocratique majeur. On ne peut pas continuer à gouverner à coup de 49-3. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils vont essayer d'aller chercher les Républicains, en appliquant une politique qui est celle des Républicains, qui elle-même copie la politique du Rassemblement national. Donc, vous voyez l'inquiétude. Pour vous, ce sera toujours non. C'est-à-dire que même s'il n'y a pas de 49-3, puisque Gabriel Attal se présente comme, dit-il, un homme de dialogue qui veut parler avec les oppositions, oui, j'entends bien, vous allez parler avec lui. J'entends bien, mais moi, Gabriel Attal, quand il était ministre du budget, j'étais président de la commission des finances, on a dialogué, on a parlé ensemble, ça n'empêche pas. Donc vous lui donnez acte de cette volonté de dialogue. Après, il y a une politique qui est sur la table, et cette politique qui est sur la table, je constate qu'elle est dans le droite ligne de ce qui a été fait en 2023. Encore une fois, c'est une politique sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan sociétal, qui est une politique de droite. Et vous me parliez tout à l'heure de Catherine Vautrin. Moi, je suis inquiet, par exemple, parce qu'elle a, en 2017, nouvelle ministre des Affaires sociales, de la santé et du travail, fait un recours au Conseil constitutionnel avec certains de ses collègues, contre une réforme, contre la constitutionnalisation de l'IVG, et maintenant elle est ministre de la Santé. Donc vous voyez, c'est un sujet d'inquiétude de plus. Un changement important aussi a lieu au Quai d'Orsay avec Stéphane Séjourné qui remplace Catherine Colonna. Est-ce que vous y voyez là encore un message par rapport à la politique étrangère de la France, un changement attendu selon vous? Et une inquiétude, parce que Catherine Colonna, au moins c'était une diplomate de métier, on sait qu'elle venait du chiraquisme. Sur la question du conflit israélo-palestinien, ça a été la première à parler de cessez-le-feu, alors que le chef de l'État était beaucoup fluctuant. Il le demande aussi aujourd'hui. Oui, maintenant il le demande. Il a été fluctuant, on le constatera. Et mon inquiétude, c'est que là, c'est manifestement un de ces hommes qui n'a pas une formation diplomatique. D'ailleurs, le chef de l'État a largement attaqué le Quai d'Orsay à ce sujet-là au niveau du statut. Donc, c'est une inquiétude. Votre leader, Jean-Luc Mélenchon, va revenir de La Haye, aux Pays-Bas, où il est allé soutenir l'initiative de l'Afrique du Sud visant l'État d'Israël, qui, selon l'Afrique du Sud, pratiquerait une politique de génocide. Alors, les génocides dans l'histoire ont consisté en une extermination programmée. Non. Pas de la règle de l'ONU. Un génocide, c'est de faire en sorte qu'un peuple, par exemple... on parle du génocide arménien en Turquie, on parle du génocide des Juifs pendant l'Allemagne, du génocide des Tutsis. Est-ce qu'il y a un génocide aujourd'hui à Gaza? Je dis juste, un génocide, ça s'applique au fait qu'un peuple n'a plus de territoire, qu'il n'existe plus en tant que peuple. C'est pas l'extermination d'un peuple. C'est le risque aujourd'hui que court le peuple palestinien. Et c'est la raison pour laquelle Jean-Luc Mélenchon, qui sera d'ailleurs demain à 11h à Épinay, parce que j'organise les rencontres nationales des quartiers populaires, c'est la raison pour laquelle il a été appuyé cette initiative d'Afrique du Sud, parce qu'il faut tout faire pour le cessez-le-feu. Rendez-vous compte, 20 000 Palestiniens tués aujourd'hui à Gaza, c'est comme si en France, vous aviez 700 000 morts au prorata de notre population. Donc il faut arrêter ça. Monsieur Coquerel, est-ce que les mots ont un sens? Est-ce que l'armée israélienne pratique un génocide dans la bande de Gaza? C'est l'ONU qui parle de risque génocidaire. De risque, mais vous excusez-moi, mais un risque génocidaire, on fait en sorte qu'il n'ait pas lieu. Donc je pense que tout doit être fait pour que il y ait un cessez-le-feu. D'ailleurs, c'est aussi dans l'intérêt, à mon avis, du peuple israélien, parce qu'il peut pas être en guerre contre tous les États de sa région et opprimer comme ça un peuple sans, j'allais dire, à un moment donné, d'avoir les conséquences. Et le mouvement Hamas, qui dirige toujours les affaires à Gaza, est-ce que vous souhaitez qu'il subisse une défaite ou qu'il faudrait négocier avec lui? Mais là, c'est pas de ça dont il s'agit. C'est la question que je vous pose néanmoins. Est-ce qu'il faudrait négocier avec le Hamas qui est la cible principale. La cible principale, c'est le peuple palestinien qu'on veut exclure de Gaza de façon à ce qu'il ne peut plus y avoir de territoire palestinien. C'est votre analyse. C'est ça le problème. C'est ce qui est en train de faire aujourd'hui Monsieur Israël Netanyahu. dit que on ne va pas faire un débat en tout cas. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Coquerel.